La cinquième édition du festival Afri-Capitale organisé par le Lavoir moderne parisien approche à grands pas. En attendant son lancement, on vous propose une série d'interviews pour découvrir les artistes programmés. Cette année, c'est la Guinée qui est mise à l'honneur avec une série d'événements culturels se déroulant du 6 au 15 mars à Paris. Pour en savoir plus sur la programmation du festival, n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux et le site d'Afri-Capitale. Bon visionnage! Cette année, le festival Afri-Capitale, organisé par le Lavoir moderne parisien, met à l'honneur la ville de Conakry à travers différents événements et artistes que nous pourrons découvrir du 6 au 15 mars, donc dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Dans ce cadre, j'ai donc l'honneur de recevoir Mélissa Diallo, artiste plasticienne, pluridisciplinaire, d'origine guinéenne. Bonjour Mélissa. Bonjour. Donc c'est vous qui, en compagnie des artistes Namsa Leouba et Savané, qui ouvrira le bal de la 5e édition d'Afri-Capitale, donc le 6 mars, avec le vernissage d'une exposition que nous pourrons découvrir au Lavoir moderne parisien, ensuite tout le long du festival jusqu'au 15 mars. Donc Mélissa, vous êtes, comme je le disais précédemment, une artiste pluridisciplinaire. Vous avez été formée par l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris. Vos œuvres, elles sont engagées, elles comprennent des sculptures, des dessins, des photographies, des gravures également. Et elles ont souvent pour thème centraux l'identité et la transmission d'un héritage africain, si j'ai bien fait mes recherches. Et donc c'est le cas pour votre série de photographies Si Allah Diaby, donc comme on le disait précédemment, qui signifie Si Dieu le veut. Exactement. Et, ou encore Poppies, cette installation d'œuvres en céramique qui représente des faux masques et statuettes africaines qui ont pour but, si j'ai bien compris encore une fois, de dénoncer la surexploitation et la surconsommation des œuvres africaines. Oui. Donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ces deux séries d'œuvres, que vous nous expliquiez un petit peu leur élaboration, vos inspirations. Ouais. Entendu. Alors bonjour, oui, exactement, je m'appelle Mélissa Oumou Diallo et je suis franco-guinéenne. Donc la moitié de ma famille, du côté de mon père, est guinéenne et vit en Guinée. Et donc j'ai eu l'occasion depuis très jeune d'aller en Guinée, surtout dans le Fouta Djallon, dont ma famille est originaire. Et donc oui, je connais bien la Guinée. J'ai eu l'occasion d'y vivre aussi à différents moments, notamment en 2017-2018 et en 2019-2020. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voulez que je m'introduise au niveau de mon parcours. Ouais. Oui, vous pouvez, bien sûr. Oui, donc j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, ça remonte déjà à une dizaine d'années. Et du coup, j'ai eu l'occasion aussi ensuite de me former en politique culturelle. Puis, j'ai beaucoup travaillé dans des associations et en action culturelle. Donc, oui, mon travail est assez empreint d'engagement et j'aime bien les thématiques historiques et ancrées dans une réalité. Voilà. Pour les séries que j'ai décidé d'exposer, Poppies et Si Allah Diaby, évidemment, comme c'est l'édition numéro 5 des Afri-Capitales, je me suis quand même débrouillée pour rester dans cette thématique et me concentrer sur des œuvres que j'avais déjà réalisées qui étaient vraiment en rapport avec la Guinée et ouais. Conakry. Voilà. Et Poppies, du coup, c'est une série d'œuvres en céramique, comme tu l'as très bien dit. Et là, pour l'occasion, j'aimerais du coup faire une installation sur des tables et des supports vitrés qui sont colorés par mes soins. Et donc cette installation représente des statuettes et des faux masques que j'ai pu émailler, qui sont un peu glossy, kitsch. Évidemment, c'est ironique. Ouais. C'est pour parler justement de cette surexploitation des faux masques, enfin des masques, des vrais masques africains. Et d'autant plus que, puisque j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Paris, qui se situe dans le beau quartier de Saint-Germain, il y a évidemment nombre de foires. D'antiquaires, oui. Ouais, pas d'antiquaires, mais de foires d'art autour justement d'objets cultuels qui sont vendus à des prix indécents. Et donc, je trouvais ça intéressant, puisque j'ai déjà exposé cette série dans ce même quartier, de pouvoir jouer avec ces codes et réaliser une série qui soit du coup un peu vulgaire, un peu indécente, émaillée rose bubblegum sur les attributs sexuels des déesses de la
fertilité. Donc oui, j'aime bien jouer avec les codes de l'art qui est très eurocentré, comme on le sait, pour justement être un peu plus engagé. Voilà. Ok. Et comment vous est venue du coup cette idée pour la série Poppies? Alors du coup, cette série, au départ, c'est une réflexion que j'ai eue à la suite d'une vidéo que j'avais vue de l'artiste Kader Atia, qui parlait justement de la réparation. Et dedans, il y avait l'interview. Alors, je suis navrée, je ne me rappelle pas du nom de cet historien afro-américain qui parlait d'un concept, il parlait de pornographie africaine. Et ça m'a vraiment parlé. Du coup, j'ai eu cette idée justement de faire un art à la limite du porn, mais sur des faux objets sacrés. Voilà. Ok, d'accord, super intéressant. Donc vous nous disiez que vous avez quand même eu depuis votre enfance une connexion à la Guinée, à vos racines, à votre côté africain guinéen. Bien sûr. Donc c'est pas nécessairement une quête que vous avez dû entreprendre ensuite. Je veux dire. Oui, bah, effectivement, bon, je pense que n'importe qui est forcément dans des recherches identitaires, avec son arbre généalogique ou autre. Après, depuis que je suis petite, je vis en Guinée, j'ai la moitié de ma famille, tous mes oncles, mes grands-parents, enfin ma grand-mère, puisque les grands-parents ils sont décédés, qui vivent dans le Fouta de Djallon. J'ai évidemment de la famille qui s'est installée plus récemment en France, mais qui est née en Guinée. Mon père, pareil, il est né dans les années 40 en Guinée. Il est arrivé dans les années 70. Donc, bien évidemment, il ne parlait pas bien français. Enfin, je ne suis pas du tout dans une recherche sans avoir aucun lien ou aucun contact avec la Guinée. Par contre, avec le milieu artistique et culturel de Conakry, j'avais pas de lien, puisque ma famille, ils vivent dans les villages, ils ne sont pas installés réellement dans la capitale. Voilà. Ok. Donc, tous ces voyages que tu as pu entreprendre par le passé, et notamment ce voyage d'une année à Conakry en 2019, c'est bien ça, que tu as eu l'occasion d'entreprendre. Comment est-ce que ça a pu façonner ton art, ces voyages, notamment en Guinée? Alors, je ne saurais pas dire si ça a façonné, puisqu'il y avait déjà toute une recherche artistique que j'ai pu développer justement à Paris et aux Beaux-Arts lors de mes études. Mais j'avais vraiment l'envie d'être inclus, on va dire, dans la culture guinéenne et justement de pouvoir participer à toutes sortes d'actions. Donc la première étape, on va dire, dans cette démarche, c'était en 2017-2018 d'aller en Guinée. Et je ne sais plus exactement comment, mais j'ai dû faire des recherches à savoir s'il y avait des foires d'art ou des événements culturels auxquels j'aurais pu participer ou auxquels j'aurais pu aller en tant que public pour rencontrer justement des acteurs culturels en Guinée. Et j'ai du coup, de fil en aiguille, eu l'occasion et la chance de rencontrer Biliaba, qui organise du coup le festival L'Univers des mots, tous les 2 ans à Conakry, et qui s'occupe aussi de la compagnie de théâtre. Alors, si je ne m'abuse, la Muse, il me semble. Alors, il faudra rectifier, peut-être. J'ai peut-être écorché le nom de la compagnie. Mais donc, du coup, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et ensuite, en 2019-2020, je me suis retournée à Conakry et j'ai participé en fait à l'édition de l'Univers des mots en tant que scénographe. J'ai pu rencontrer plein d'artistes guinéens et c'était vraiment une belle expérience. Moi, en 2017-2018, j'avais aussi été aux Beaux-Arts de Doubreka, Conakry, du coup, enfin de la ville non loin qui s'appelle Doubreka, où j'ai pu rencontrer aussi des artistes qui m'ont bien aidé dans d'autres démarches pour entreprendre des workshops en collaboration avec les Beaux-Arts. Justement, j'avais commencé un workshop en 2019-2020, et malheureusement, il y a eu la pandémie
qui m'a empêché de terminer ce workshop, mais j'aimerais bien terminer ce workshop avec les étudiants en première année du département de sculpture des Beaux-Arts, justement, de Doubreca. Voilà. Et c'était autour de quelle thématique, du coup, là, ce workshop Alors, c'était une thématique autour, justement, d'une performance culturelle. Donc, je voulais transmettre la technicité de la céramique par l'intermédiaire d'une performance collective et justement travailler aussi sur des thématiques historiques, sur un ancien port négrier qui se trouve exactement en fait sur le terrain de l'école en fait. Il y a vraiment des bras de mer puisque Conakry, c'est une presqu'île, donc du coup il y a plein de ramifications et il y a un ancien port négrier qui se trouve sur ce terrain. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir parler de cette histoire avec les étudiants en première année et de réaliser une performance sculptée qui puisse rester un certain temps, mais qui soit éphémère et qui soit archivée avec des moyens tels que la photo, la vidéo. Mais c'est un projet que j'aimerais toujours réaliser. Je pense justement, cette année 2026, recontacter les Beaux-Arts pour justement pouvoir améliorer déjà ce concept et terminer ce workshop commencé il y a déjà fort longtemps. Déjà 6 ans. Voilà. Du coup, c'est ce qu'on te souhaite. J'ai vu que tu avais aussi effectué des travaux artistiques au Mali. Exactement. Notamment à Bamako, mais aussi en Ouganda. Oui. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ta série de photographies qui s'appelle Portrait of Healers, oui. Que tu as réalisée donc, en Ouganda, si je ne me trompe pas, dans la forêt de Buyidja. Exactement, c'est non loin de Buyidja, dans une réserve forestière, où j'ai eu l'occasion de faire un stage quand j'étais encore étudiante aux Beaux-Arts. Je dessinais énormément de forêts. Au départ, je dessinais surtout des forêts non loin, donc la forêt de Fontainebleau. C'est pas très exotique, hein, mais ça me suffisait sur le moment. Et je me suis débrouillée pour trouver un stage en Ouganda, étant donné qu'il y a vraiment une nature luxuriante. J'étais dans une réserve forestière où j'illustrais des plantes médicinales. Et donc, c'est une réserve forestière, mais il y a des habitants, parce que c'est vrai que moi, c'était pas très clair pour moi avant d'aller là-bas que c'était habité. Oui, comme en Amérique, il y a des réserves, il y a des personnes qui sont parquées dans les réserves. Mais donc, du coup, c'était vraiment une belle expérience. J'ai eu l'occasion d'y retourner et j'avais réalisé des portraits des traditional healers, donc des médecins traditionnels, qui s'autocurent aussi. Souvent, c'est des personnes qui sont malades. Et qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et donc, j'avais envie de réaliser un portrait pour justement immortaliser ces personnes très actives pour soigner la population. Voilà. Ouais. Et en même temps, ça me permettait de continuer toujours cette recherche artistique que j'ai autour de thématiques sur l'exotisation, on va dire, de la culture africaine, et enlever un peu ces idées préconçues. Le cliché le cliché, du sorcier africain. Exactement. Voilà. Et tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ces rencontres comment est-ce que ça s'est passé? Parce que j'imagine que c'est pas nécessairement des personnes qui ont l'habitude d'être en contact avec une personne qui vient de France, par exemple. Oui, tout à fait. D'autant plus que donc des portraits photos, des personnes qui sont ont beaucoup d'appréhension de prise en photo, qu'on prenne leur image. Spirituellement parlant, ça va pas du tout. Hein. C'est un peu comme voler autre chose que juste le superficiel. C'est plus profond. Et, mais j'ai fait un stage, donc j'ai eu l'occasion de rester un certain temps. Je participais même à des classes forestières. Donc j'illustrais les plantes dans la forêt pour réaliser des pancartes sur des écorces d'arbres qui permettaient aussi aux villageois de pouvoir, qui ne savaient pas lire, de pouvoir reconnaître les plantes avec les noms qui étaient inscrits, les noms en langue locale, quoi. C'était pas du tout les noms scientifiques des plantes. Et non, c'était vraiment une riche expérience. Ça m'a permis de me rapprocher et j'ai vraiment créé des amitiés. Et ces portraits, je les ai pas réalisés tout de suite, en fait. Je suis retournée 2 ans après pour réaliser ces portraits
parce que justement, j'avais sur place déjà réalisé une fresque qui représentait le portrait d'une des traditional healers la plus connue dans un des bâtiments. Et je pense qu'il y avait une relation de confiance qui s'était vraiment établie. J'étais pas là juste pour mon besoin personnel d'artiste. Voilà, ça restait quand même un projet généreux où on en a sorti humain, une petite édition. Une petite édition, un petit livre que j'ai tiré moi-même en 1 ou 2 exemplaires, et dont un exemplaire qui est dans leur bibliothèque au milieu de la forêt en Ouganda. C'est génial. Donc c'est pas du tout. Et j'ai mis très longtemps à montrer ces photos parce que justement, j'avais pas envie d'exposer de détourner en fait ce projet aussi, pour des besoins d'artistes contemporains. Ouais. Voilà. Je voulais qu'on revienne un petit peu dans le passé, à savoir quand est-ce que tu as commencé à créer, quand est-ce que tu t'es dit que tu avais envie de devenir artiste, comment est-ce que ça a été pris par ta famille, etc. Il me semble que j'ai toujours eu une fibre artistique, j'ai toujours été entre guillemets l'artiste de la famille. Et puis durant mes études, j'ai fait des études scientifiques, donc rien à voir, mais j'avais quand même pris une option art plastique. Et ensuite, j'avais pas l'envie d'être artiste, parce que j'avais vraiment un stéréotype dans la tête, c'est-à-dire que pour moi, les beaux-arts, c'était vraiment la caricature des artistes avec un foulard dans le vent. Enfin, je me sentais pas du tout appartenir à cette catégorie socio-professionnelle, parce que oui, effectivement, c'était pas le cas. Mon père, il était chauffeur de taxi, ma mère, elle était garagiste. Même si on n'était pas dans le besoin, pas du tout même. Ça n'empêche que j'ai pas du tout une famille intellectuelle ou une famille d'artistes. Donc c'était pas nécessairement une évidence, quoi. C'était pas une évidence. Alors après, j'ai eu aucun frein. Effectivement, si j'étais née en Guinée, peut-être que ça aurait été plus compliqué, je dis pas le contraire. Et voilà. Et puis les beaux-arts, j'y suis arrivée un peu par hasard, parce qu'au départ, je voulais faire les arts déco, je n'ai pas été prise d'ailleurs. Et puis par la suite, en commençant des études de graphisme, certains professeurs m'ont fortement appuyé pour que je rentre aux Beaux-Arts, puisque considéraient que j'avais un profil qui n'était pas du tout adapté au graphisme, et que c'était pas... Voilà. Donc je suis rentrée aux Beaux-Arts en me disant « Oh, génial, il y a des ateliers de sculpture, taille sur pierre, céramique. » C'est ce qui m'a attirée, en fait. Mais pas... c'est pas l'ambiance. Et d'ailleurs, mes études aux Beaux-Arts ont été assez entrecoupées. Ça n'a pas été si fluide. C'est pour ça que souvent je suis partie à l'étranger en stage. J'ai vu que tu avais étudié en Inde aussi. Voilà, j'ai fait un échange d'études en Inde où je suis restée 1 année au lieu de 4 mois. Enfin, j'en ai vraiment profité. Les Beaux-Arts de Paris, pour moi, c'est vraiment les relations internationales et l'ouverture vers l'extérieur. C'était pas du tout l'entre-soi et le travail entre compères. Qu'on peut s'imaginer finalement. Dans les ateliers. Oui, c'est le cas pour certains étudiants, mais c'était pas mon cas. J'ai quand même été bien fâchée avec l'art contemporain, parce que ça s'est évidemment beaucoup amélioré, mais à mon époque, si je me souviens bien, j'étais aux Beaux-Arts avant qu'il y ait l'artiste Pascal Martin Taillou qui arrive, et comme professeur, il n'y avait aucun professeur assisé, et puis même, j'ai eu des réflexions sur mes travaux, notamment sur les photographies prises en Ouganda. À partir du moment où il y avait une personne noire sur une photo, c'était un travail anthropologique. Donc il y avait vraiment une problématique systémique, on va dire, aux Beaux-Arts de Paris, mais dans l'art contemporain. De manière générale, en France, ou en France, ou peut-être pas seulement en France, d'avoir des problèmes. Oui, ne pas considérer souvent l'art africain comme potentiellement de l'art contemporain. D'où encore cette dénonciation ou ce projet de faux masques africains pour dans la série Poppies, du coup. Oui. Mais c'est super intéressant, là, ce dont tu parles, cette vision qu'on a toujours de l'art africain ou de l'artiste africain qui doit toujours être politisé de manière générale. Voilà. Mais du coup, je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu crées le pont entre quand même l'engagement, mais aussi tes libertés personnelles en tant que juste femme artiste, sans nécessairement être catégorisée d'artiste juste africaine et qui fait de l'art engagé.
De toute façon, je me considère pas juste artiste. Je me considère effectivement, personne se considère, je pense, juste artiste, mais je me pense surtout acteur culturel, notamment parce qu'à Paris, j'ai eu l'occasion en fait de créer une association qui s'appelle Somptuaire dans le 20e arrondissement de Paris, dont je suis originaire. Okay. Et c'est vrai que moi, mon travail au quotidien, c'est plutôt du travail associatif avec justement des publics qui sont éloignés de l'offre culturelle parisienne. Donc tous les jours, j'ai pas à me présenter comme l'artiste engagé, je suis assez incognito. Et d'ailleurs, mon travail est assez lent. Là, les photos que j'expose, comme on vient de le dire, elles datent quand même de presque une dizaine d'années. Oui. Mon travail Poppy, j'ai commencé en 2018, donc j'y vais vraiment tranquillement et j'ai une indépendance aussi financière puisque je suis acteur de mon studio, on va dire, voilà, qui accueille aussi d'autres artistes, que voilà, je peux aussi exposer mon travail dans justement ce lieu qui est aussi showroom, voilà, bon, même si j'ai exposé mon travail aussi donc surtout en Afrique, puisque tu parlais de Bamako tout à l'heure, c'est vrai que j'avais travaillé là-bas, mais c'est surtout parce que j'avais été invitée pour les rencontres photographiques de Bamako, la 13e biennale, où j'ai pu exposer des photos donc, au Musée national de Bamako, ce qui était vraiment super. Ouais. Voilà, mais donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, si je suis à côté. Non, mais voilà. c'est chouette, oui. Parce que du coup, tu n'as pas nécessairement cette injonction à créer. Tu crées pas pour créer, mais tu crées. Enfin, je veux dire, tu crées pas parce qu'il faut créer, mais parce que. Tu saisis l'occasion. Oui, c'est ça. Oui. Et puis bon, effectivement, après, c'est vrai que quand on a un travail aussi photographique, le travail sculptural aussi, ça prend du temps à mûrir. Et oui, moi, c'est vrai que j'aime bien. Il y a une si je pourrais citer Jean-Loup Pivin, un des fondateurs de Revue Noire, qui parle de morceaux d'humanité pris dans une éternité. Et donc, c'est pour parler justement des photographes, des grands photographes africains, ouais. Mais bon, en général des grands photographes. Et je trouve que ça replace quand même, on va dire, la maternité du travail, c'est-à-dire que c'est pas seulement mon travail, en fait, c'est des moments captés. Et c'est, oui, c'est du document. Donc, d'autant plus que tu shootes à l'argentique. Oui, exactement. À l'argentique. Après, je travaille aussi de manière expérimentale, c'est-à-dire que je fais des surimpressions. Donc, c'est pas forcément très réaliste, des fois. Et justement, encore une fois, j'aime bien jouer avec les codes de l'art européen ou autre. La photographie, c'est toujours très léché. Le documentaire, il faut toujours que ce soit, d'autant plus depuis qu'on est passé au numérique. Moi, la plupart du temps, c'est flou. Quand je parlais au départ, j'ai commencé un premier travail photographique sur les traditional healers en argentique. Tous les portraits étaient flous, mais exprès. Et d'ailleurs, on m'avait fait la critique. Mais j'avais justement pas envie d'être juste dans signifier l'identité de la personne. En fait, c'était aussi au-delà, tout simplement au-delà, l'aura un peu du moment. De toute façon, j'y étais sur le moment. Il y a même quelque chose limite de mystique, dans le sens que, oui, la lumière captée sur la pellicule, elle est réelle, c'est vrai, voilà. Mais c'est vrai que oui, en regardant tes photos, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Ce truc de mystique, même de rêve, un peu auréolé autour des photos. Pour revenir sur Afrique Capital, je voulais savoir... pourquoi est-ce que tu as décidé de collaborer avec eux, mais aussi ce que ça signifie pour toi, un festival qui est quand même centré autour de tes racines et tes attentes quant à cet événement. Eh bien, écoutez, oui, j'ai participé à beaucoup d'événements en Afrique, comme on a pu le dire. Donc, pour moi, ça me paraît évident que pour une fois qu'il se passe... un event autour de la ville de Conakry, de la Guinée plus généralement, d'y participer, puisque c'est vraiment la problématique par rapport aux arts plastiques guinéens. Ils ne sont pas du tout ouverts sur l'international, malheureusement. C'est compliqué pour des artistes guinéens d'avoir des visas.
Et donc là, c'est vraiment une opportunité pour des artistes qui ne seraient jamais venus en France. Voilà. Et puis en plus, comme je disais, avec mon association, je compte développer en fait des résidences d'artistes et surtout pour des artistes guinéens. Donc là, c'est l'occasion aussi d'engager un partenariat avec la compagnie Graines de Soleil qui organise les Africapitales. Donc j'accueille deux résidents, enfin deux artistes en résidence dans le logement de l'association. Donc voilà. Et puis pour l'exposition, on m'a du coup invité à participer. Je vous avouerai que je n'avais pas été au courant des autres éditions Africapitales, malheureusement. Ouais, mais c'est vrai que malheureusement, je compte suivre la suite. Ouais. Voilà. On espère que cette année, ça va être l'occasion d'avoir un peu plus de lumière sur Africapitales, notamment aussi pour que les éditions qui suivent puissent avoir aussi peut-être un peu plus de financement de partenaires et qu'on puisse mettre vraiment en lumière la culture africaine de manière générale, mais aussi spécifique aux villes africaines. Bah oui, bien sûr. Et puis en plus, là, je vois même en amont de l'événement, j'ai déjà pris contact avec la première et la seule galerie d'art à Conakry, avec une actrice qui s'appelle Isabelle Dalmo. Qui me parlait justement de leurs projets futurs. Et donc j'espère pouvoir établir vraiment un partenariat durable pour pouvoir proposer à des artistes régulièrement, chaque année, guinéens, de venir en résidence quelques mois, produire des œuvres et les exposer dans l'association là, du coup, Somptuaire. Donc déjà, ne serait-ce que pour ce lien, c'est super important quoi, de participer. Et j'espère aussi qu'avec la riche programmation qu'il y a, parce que c'est vraiment un événement pluridisciplinaire, en dehors des 3 artistes qui vraiment exposent. Un festival sur 2 semaines qui va mettre en lumière plusieurs artistes de disciplines différentes. Donc on aura du théâtre, de l'humour, des contes traditionnels guinéens aussi. Petit tonton, oui. Du cinéma guinéen, notamment 2 films qui vont être présentés, dont un ici au Luxor. De la musique aussi, différents types de musique, que ce soit de la musique traditionnelle, de la musique un peu plus actuelle, avec par exemple Queen Rima, Nyariou, qui sont plus sur la scène pop urbaine et rap. Donc c'est clair que c'est vraiment un coup de projecteur sur la culture guinéenne dans son ensemble. Et j'imagine que ça doit être un honneur pour toi d'y participer. Ah bah oui, non, bien sûr, c'est un honneur d'y participer. Oui. Trop chouette. Aux côtés d'artistes talentueux. Non, je suis vraiment flattée qu'on m'ait invitée. Et pour finir, Mélissa, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de tes projets futurs, de ton art qui ne sera pas nécessairement exposé là à Africapitales, mais qu'on pourra retrouver peut-être plus tard dans quelques années? Oui, bah alors là, je suis justement en train de m'organiser mon prochain projet. Déjà, cette série, en fait, sculpturale, j'aimerais pouvoir la prolonger donc en partenariat avec les Beaux-Arts, comme on disait au début, les Beaux-Arts de Conakry. Alors non, là, ce serait tout à fait un autre projet. Dakarois. Okay. Donc j'ai prévu de partir et certainement peu de temps après l'événement du mois de mars. Dès avril, j'aimerais m'installer quelques temps à Dakar. C'est une ville que je connais déjà, où j'ai de la famille aussi, et des amis. Mais c'est vrai que j'aimerais m'installer un petit temps parce qu'il y a des ateliers de céramique et notamment un atelier avec lequel j'aimerais bien collaborer, l'atelier de Mauro Petroni, c'est l'atelier de céramique des Almadies. Alors on verra si le projet se réalise ou pas, mais dans tous les cas, quelques mois, je compte réaliser des sculptures et peut-être participer aussi à des actions culturelles avec les écoles. Ils organisent le Dakar du coup fin 2026, mais il y a aussi une biennale juste en amont de la Dakar qui je crois s'intitule la biennale des mômes, donc avec les enfants.
Et j'aimerais bien participer aussi à la commission scientifique qui organise cet événement et animer aussi des ateliers de sculpture en céramique. Donc encore une fois, m'installer à Dakar, pas seulement pour ma production personnelle, j'ai envie d'être vraiment en contact avec les gens. Trop chouette. Voilà. La transmission et la pédagogie, c'est quelque chose qui a l'air de beaucoup compter pour toi. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus pourquoi et pourquoi Alors c'est bien important. sûr, oui, j'estime que moi-même, j'ai bénéficié, on va dire, de transmission lors de mes études dans le 20e, que ce soit au collège, j'étais dans le collège ZEP, Pierre Mendès France, où j'ai pu à faire des voyages en Grèce, quoi. Enfin bon, évidemment, il y a toujours un peu plus de sous, comme on sait, dans les zones d'éducation prioritaire. Bon, maintenant, on parle plus de REPS, ouais. Et réseau d'éducation prioritaire. Zone, c'est tabou maintenant. On dit pas zone, c'est plus possible. Et donc, oui, j'estime que vraiment, c'est ce qui m'a amené à faire des études sur plus long terme artistiques. Donc, ça me touche de pouvoir, à mon tour, inspirer peut-être des générations futures. Et puis, il y a vraiment aussi quelque chose d'humain qui, moi, m'est agréable de travailler avec des gosses. Je trouve ça chouette, très inspirant. Et oui, là, après, c'est vrai qu'après les Beaux-Arts, comme je disais, j'ai fait des études un peu en politique culturelle avec l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble. C'est relié aux Sciences Po de Grenoble. Et c'était un cycle national qui s'intitulait « Inventer les territoires culturels de demain ». Donc j'ai eu l'occasion de comparer un peu les différentes politiques culturelles, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique. Et j'ai découvert des lieux vraiment magiques de sociabilité et d'engagement. Et j'ai eu l'envie, en fait, à mon tour de... Voilà. Donc, bien sûr que l'éducation artistique, la transmission, l'aide à la jeune création, puisque c'est ce que je porte comme dans l'objet social de mon association actuellement. C'est au cœur de mes vies futures et de mes projets actuels. Voilà. Trop chouette. Et je pense que dans beaucoup de familles africaines, l'art, c'est pas forcément toujours considéré comme une voie plausible. Ouais. J'ai Oui, l'impression. et pas seulement dans les familles africaines. Oui. Oui. Pour conclure, et avant de te laisser, est-ce que tu as un dernier mot peut-être à dire pour encourager peut-être les gens à venir voir venez, l'exposition, il y a le vernissage le 6 mars, il y a aussi du coup une belle programmation que vous pouvez voir sur l'Instagram des Africapital. Où du 6 au 15, vraiment tous les jours, il y a donc des projections, des conférences, il y a vraiment plein d'animations et plein d'événements riches de rencontres. Riche. Voilà. Et je le rappelle, donc, au-delà du 6 mars, donc, du vernissage, ton expo, enfin tes œuvres en tout cas, vont être exposées jusqu'au 15 mars au Lavoir. Oui, alors il me semble qu'il y avait le désir de la compagnie de prolonger l'exposition. Donc je pense que ça va continuer en fait même après le 15 mars. Ils m'ont déjà demandé si je pouvais laisser les œuvres. Donc tout le mois de mars, c'est possible de visiter l'exposition d'Aboubacar Savané, de moi-même, Mélissa Diallo, et de Namsa Lebas. Donc au premier étage de la galerie du Lavoir moderne parisien. Voilà. Écoute, merci beaucoup Mélissa pour ton temps et pour tes réponses hyper claires.